Joanna, bonsoir et bienvenue dans ce journal de TNTV. À la une de l'actualité ce soir. L'avenir de la piscine de Tipperary et ses pannes à répétition commencent à peser dans les esprits. Dans le milieu de la natation, on s'inquiète d'un impact sur les entraînements, à l'approche notamment des Jeux du Pacifique. Pourquoi le CESEC a voté contre le projet de réforme du RNS? Où est-ce que ça coince? Et le pays est-il prêt à revoir sa copie? Nous tenterons d'y répondre dans cette édition avec le ministre de la Santé, Cédric Mercadal. Il est notre invité ce soir. Le grand format de ce dimanche s'intéresse à la prise en charge du cancer du poumon au CHPF. Un parcours de santé qui intègre une dimension culturelle inédite, vous le verrez. Enfin, nous avons recueilli les impressions de Mr Tahiti à la veille de son départ pour Miss France. C'est à la fin de cette édition. C'est le seul bassin de 50 mètres de long au Fénois et ses moteurs sont encore en panne. La piscine municipale de Tipperary est fermée depuis le 23 décembre et à la veille de la rentrée scolaire et sportive, les nageurs ne sont pas franchement sereins. Les explications avec Oliano Tefao. Le souci vient de la salle des machines. Sur les 3 moteurs, un seul fonctionne, ce qui ne permet pas de filtrer correctement l'eau. Donc il faut savoir que la piscine, il faut assurer sa sécurité, déjà pour les nageurs qui viennent pratiquer la natation. Mais ensuite, il faut aussi assurer la qualité de l'eau de baignade, puisqu'il ne s'agit pas de repartir avec des otites ou alors des staphylocoques sur le corps. Donc on veille à tout ça. Et donc pour traiter l'eau, ça passe par des moteurs et il y en a 2 qui sont en panne. La piscine municipale de Tipperary existe depuis 1971. Ouverte 7 jours sur 7, elle accueille les établissements scolaires, les clubs sportifs, les centres de formation et le grand public, avec en moyenne 600 entrées par jour, soit près de 60 000 par an. Elle fonctionne à plein régime et demande donc un entretien régulier. Je pense qu'il y a une réflexion à mener au niveau du pays, qu'il y a aussi 2 piscines, 2 plus petites piscines, donc peut-être les entraînements, effectivement, ceux qui font de la compétition peuvent se retourner vers ces piscines qui relèvent du pays. Il y en a une sur Punavia, il y en a une sur Pire. Donc voilà en général comment ça fonctionne. Ce qu'on essaye de faire, nous, c'est que les pannes, on essaie d'anticiper au mieux les choses. Il faut avoir aussi les intervenants sur place, les prestataires qui peuvent intervenir et réparer tant que c'est possible. Mais c'est vrai qu'on envisage peut-être de changer de moteur. Donc voilà, il y a aussi une réflexion sur cette question-là. Oui. Cette situation ne rassure pas la Fédération tahitienne de natation qui avait déjà pointé du doigt le manque de bassins au Fénois, notamment à l'approche des Jeux du Pacifique de 2027. La problématique pour les clubs de la Fédé, c'est qu'en fait sur les créneaux utilisés de 15 à 18, tous les bassins sont remplis. Donc dès qu'on a un bassin qui ferme, soit on essaie de trouver des solutions pour les entraînements, donc on va nager en mer, on actionne la prépa physique, mais ça c'est bon un temps. Au bout d'un moment, il nous manque quand même des entraînements en piscine. Et pour les clubs, alors il y en a qui se servent, il y en a qui annulent, il y en a qui reportent, mais c'est toujours compliqué. La réouverture de la piscine municipale prévue le 20 janvier est très attendue, mais ce problème souligne le manque d'équipements dédiés au sport aquatique en Polynésie. Retour maintenant sur une actualité qui a marqué cette semaine, le vote du CESEC contre le projet de loi du pays sur la réforme du RNS, le régime des non-salariés. C'est plus précisément le manque de concertation qui a été pointé du doigt, en particulier sur le champ de cotisation étendu aux revenus du capital, c'est-à-dire les dividendes versés par les sociétés qui dépassent 10% du capital social, mais aussi les loyers lorsqu'ils rapportent 3 millions par an, soit 250 000 francs par mois. Et c'est là que ça coince. Ces motifs de rejet, on en parle avec vous, monsieur le ministre. Bonsoir. Yorana Itemata Isiapi, bonne année à tous. Merci de m'accueillir sur ce plateau ce soir. On va pouvoir discuter de ce projet de texte qui a été présenté au CESEC il y a quelques temps. Il y a quelques jours. Ces motifs de rejet, est-ce que vous les comprenez ? Quelque part, il faut rappeler le pourquoi de cette réforme. On est obligé de faire une réforme de la protection sociale généralisée qui a 30 ans aujourd'hui, qui a bon nombre de complications et qui, aujourd'hui, crée de l'optimisation sociale, crée des inégalités et des situations aberrantes. Donc la révision du RNS permet aussi de remettre plusieurs éléments
au clair pour que l'affiliation soit plus claire pour tous les régimes. L'avis du CESEC est purement sur la forme. Ils ont attaqué deux éléments clairement qui sont techniques, deux paragraphes d'un texte qui en représente 40 articles. Donc, Et les deux paragraphes en question, c'est tout à fait, les deux cotisations. paragraphes, les cotisations relatives au loyer et les cotisations relatives aux dividendes. Alors justement, la CPME a demandé pendant les débats de relever, depuis quelques jours, demande de relever le plafond des loyers soumis à cotisation à 550 000 francs au lieu des 250 000 prévus par le projet de texte. Pourquoi avoir fixé ce plafond à 250 000 francs? Alors, avant de parler de tout ça, parce que j'ai entendu les critiques de certains, j'aurais bien voulu qu'on parle aussi des bons côtés de cette loi, qui sont quand même qu'aujourd'hui on exonère bon nombre de choses des cotisations. Toutes les prestations sont exonérées, ce qui n'était pas le cas antérieurement, ce qui fait que même des pensions alimentaires étaient soumises à la cotisation, ou encore des allocations handicap. Aujourd'hui, ça ne le sera plus. Et les bourses de nos enfants ne seront plus soumises à cotisation non plus. C'est tout ça qu'on a exonéré. Donc parler juste des seuils, c'est parler de choses qui ont été fixées, en lien avec les partenaires d'ailleurs, puisque au départ on voulait exonérer un certain nombre de maisons, d'appartements, de biens. Et puis c'est d'ailleurs certaines propositions qui nous ont dit mettez un seuil qui devrait être à peu près de temps. Et c'est ce qu'on a fait. 3 millions, c'est au-dessus du niveau de la patente, parce qu'on considère une activité professionnelle en fiscalité au-dessus de 2 millions. On est allé plus loin, parce qu'on a dit les loyers ont augmenté, pourquoi pas diminuer, augmenter plutôt ce plafond. Et 3 millions, ça représente par exemple combien de propriétés? Ça représente 2 F2 par exemple, à la location aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a sa résidence principale plus 2 F2 en location, et qui a une activité, aujourd'hui sera soumis à cotisation au-delà de ces 2 F2 et sur son activité. Et là, vous seriez prêt à revoir votre copie sur ce plafond? On peut en reparler avec les partenaires sociaux. Moi, j'avais juste indiqué que ces 2 F2, en fait, compte, il était en net et qu'on pouvait déduire le prêt, son prêt, on pouvait déduire un certain nombre de choses. Donc, avant d'arriver à 250 000 francs, il fallait quand même un certain montant. Par exemple, quelqu'un qui a un loyer de 120 000 francs, par exemple, qui a acheté un bien et qui a des traites à hauteur de 80 000 francs, en fait, il n'avait que 40 000 francs de revenus. Et c'était, avant d'arriver avec 40 000 francs à 250 000 francs, pour moi, il y avait du temps. On imagine qu'avec cette réforme, que cette réforme sera assortie de nouveaux moyens de contrôle. Est-ce que c'est prévu, ça aussi, par le projet? Complètement. On a prévu quelque chose qui n'existait pas, l'échange d'informations entre les différents organismes, notamment la direction des contributions. La CPS et la direction de la contribution n'échangeaient pas les données, ce qui va permettre de fluidifier les procédures, mais aussi d'avoir un meilleur contrôle. Alors, il y avait aussi une inquiétude qui concernait les patentés qui touchent moins de 100 000 francs par mois. Mais est-ce que ces personnes-là sont concernées par ces cotisations? Alors, on avait pensé, justement, alors c'est un des points que je regrettais, on avait pensé aux petits patentés. On s'était dit, on va prendre en charge les cotisations des petits patentés via un arrêté CM qui définira ce seuil dans la limite d'un SMIC. Ça veut dire qu'on voulait vraiment prendre en charge celui qui crée sa petite entreprise, celui qui a une toute petite activité. Au COPRA, on va prendre un petit agriculteur, on va prendre ses cotisations. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils se cachaient au RSPF parce qu'ils avaient peur, ni plus ni moins, que de payer des cotisations. Parce qu'ils avaient un petit salaire. Tous les qui gagnent moins de 100 000 francs sont dans le régime de solidarité. Aujourd'hui, quand ils gagnent moins de 87 346 francs, c'est le seuil de la réglementation depuis 1995, ils sont au RSPF. Demain, quand ils basculeront, dans tous les cas, ils ne paieront pas de cotisations, puisque c'est le pays qui viendra payer ces cotisations à leur place. Par contre, quand une femme aura une grossesse, on payera ses indemnités, ses congés maternité, ou alors quand quelqu'un se cassera une jambe pendant des travaux, ou alors en agriculture, on remboursera ses salaires, ce qui n'était pas le cas au RSPF. Alors Pierre Frébault disait dans une interview à Radio 1 que le CESEC défend une caste en refusant ses cotisations sur les loyers. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce qu'il y a vraiment un lobby d'une caste? Je pense que le taux de... Alors, on va être très clair. 250 000, il n'a pas été pris pour rien. Il n'y a que 12% des retraités qui gagnent plus de 250 000. Donc on s'est calé sur la tranche A et en se disant on va
on va faire cotiser au-delà de cette tranche A. Après, c'est une discussion qu'on doit avoir aussi avec les partenaires. Mais mine de rien, je pense que c'est équilibré. 12% de la population avec un contrat de travail qui gagne plus de 250 000. C'est tout. Alors, on reproche et qui, aussi... eux, sont soumis à cotisation. Oui. On reproche aussi à cette réforme de ne pas s'attaquer aux faux patentés. Est-ce que c'était le but de cette réforme, de s'attaquer aux faux patentés, ou est-ce que c'est un travail que vous menez en parallèle? Alors, s'attaquer aux faux patentés, c'est répondre aux préconisations du CESEC qui ont été dans leur dernier rapport. Ce texte répond déjà à 5 de ces préconisations. Par ailleurs, nous avons un comité interministériel qui travaille avec ma ministre du Travail pour faire avancer un meilleur contrôle, une meilleure activité et pour pouvoir agir sur ces faux patentiers de manière plus vive. Parce qu'il n'est pas normal aussi de faire de la concurrence dans l'autre sens, baisser les coûts du travail de manière artificielle avec des gens qui n'auront pas de droit à la retraite demain. Un petit mot sur le cannabis avant de se quitter. Tous les arrêtés d'application sur la légalisation du cannabis thérapeutique, le CBD, doivent être pris toute fin janvier, le 29 janvier je crois. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir fleurir des champs de cannabis? Enfin, concrètement, à quoi il faut s'attendre de nouveau dans le paysage? Alors concrètement, les arrêtés vont permettre déjà de prendre au niveau thérapeutique un certain nombre le cannabis. Parce que c'est un bien pour la santé, c'est bien dans le cadre du cancer, et ça permet d'accompagner un certain nombre de personnes avec d'autres traitements. Mais ça permettra aussi de faire de la culture de CBD, c'est-à-dire de PACA qui n'est pas soumis à THC et qui est tout à fait légal pour faire bon nombre d'autres produits bien-être et qui ont des effets sur la santé. Donc on va voir rapidement les effets concrets de cette loi. Complètement. On a décidé de faire passer ces arrêtés au Conseil des ministres délocalisé de Nukuiva. Et je pense qu'on pourra avoir des expérimentations dans un premier temps pour les cultures, pour être sûr que ces plantes ne posent pas de problème, qu'elles n'évoluent pas vers du THC fort et poser des problèmes aux agriculteurs. Mais cette expérimentation, c'est un premier pas demain vers une culture de CBD dans notre pays. Merci Monsieur le Ministre d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Maruru. Santé toujours avec un focus sur la prise en charge du cancer du poumon, une maladie qui tue chaque année plus de 100 personnes. Facteur clé dans la réussite du traitement, l'annonce du diagnostic. Pour ça, le service spécialisé du CHPF a développé une approche inédite. Regardez. J'ai mis ça moi à la maison, mais en toussant fort, ça me fait mal. J'ai ma belle-sœur, celle qui m'a obligé à voir le docteur. Est-ce qu'on s'occupe bien de toi ici? Ah oui. Ici, on dirait que, comment dirais-je, je suis comme un roi. Ici, c'est le service de pneumologie du CHPF pourvu de 17 lits. Les patients atteints d'un cancer du poumon y sont bichonnés, avec le confort d'une prise en charge complète, en un seul et même lieu. Les 2 pneumologues de ce service ont d'ailleurs aussi la compétence d'oncologue. Le fait d'avoir les 2 compétences font que on arrive à prendre en charge les malades du début jusqu'à la fin de la phase suspicion de cancer pour poser le diagnostic, puis les accompagner pendant le traitement, après le traitement aussi. Mais le service est surtout connu pour ses soins palliatifs et sa dimension culturelle. Ce service compte ainsi 2 praticiennes qui maîtrisent non seulement le Reo-Teiti, mais qui aident aussi le patient à naviguer entre traitements traditionnels et médecine conventionnelle. Bien sûr, il y a certains patients qui n'ont quand même pas abandonné les Reo-Teiti. Donc on est là pour les conseiller par rapport à ce qu'eux consomment en fait. On ne veut pas aussi contrecarrer la médecine conventionnelle, hein. On est là aussi pour aider nos patients à bien comprendre en fait la thérapie de nos tentés et ne pas aussi dénigrer aussi leur médecine. Donc on est là aussi pour les encourager à suivre et bien continuer justement les traitements jusqu'au bout. Un premier contact nécessaire pour briser la glace et mettre le patient en confiance. On s'est rendu compte qu'effectivement, entre nous et les patients, il y avait un mur d'incompréhension, avec une barrière de la langue. Et plus que ça, une barrière de culture polynésienne entre la culture des soins. C'est même pas une barrière culturelle sociologique, c'est vraiment une barrière métier.
Avec la collaboration d'Yves Doudout et de l'association Haururu, le service a donc mis au point ce classeur, avec ce premier message « Ahaere Imua », en avant. Un outil pour donner de l'espoir, avec une étape clé du parcours de soins, celle de l'annonce du diagnostic. L'annonce, c'est le moment déterminant de la prise en charge du cancer. C'est pour ça qu'on a mis au point tous ces outils. Premièrement, pour que le malade il fasse le lien de sa maladie à sa culture. Deuxièmement, pour que le lien se fasse entre le médecin et l'infirmière. L'infirmière est présente à l'annonce. L'annonce, c'est le moment déterminant. C'est là où tout se joue. Une annonce ratée, c'est un malade qui perd confiance et c'est un malade qu'on va perdre, qui ne va pas adhérer au traitement, qui va s'enfuir et qu'on ne reverra jamais. Et c'est perdu. Une annonce réussie, ils nous le disent, c'est 95% qui s'engagent avec nous. Le patient devient alors capitaine de son VAA, entouré d'un équipage de professionnels de santé, pour ne pas perdre pied dans la maladie et garder le cap de son voyage. Et comme annoncé par Météo France, le mauvais temps a persisté tout le week-end. Du vent et de la houle comme sur l'atoll de Veithei à Fakarava et à la presqu'île de Tahiti, mais aussi des éboulements à Papeete. Les îles du vent et les îles sous le vent restent en vigilance orange pour fortes pluies. Vigilance jaune en revanche au Tuamotu-Gambier pour orages et vents violents. Des vents violents enregistrés également à l'ouest des Australes avec une mer agitée. Les autorités appellent à la prudence. Il a été élu Mr Tahiti 2024 le 5 octobre dernier. Carl Chong-Tan brigue à présent l'écharpe tricolore. Le jeune homme s'envolera dans 2 jours pour la région parisienne où il préparera l'élection. Il termine actuellement sa valise et le choix des tenues qui le mettront en valeur. Laure Philibert l'a rencontré pour nous. Une harmonie de couleurs et des costumes bien coupés. Carl Chong-Tan achève le choix des tenues qu'il compte porter lors de l'élection de Mister France. Pour le guider, Ahura, sa costumière, elle accompagne les candidats à l'élection depuis 3 ans et gère le dressing. Cette année, les tenues sont prêtées par le comité Mister Tahiti, une garde-robe de choix, le trousseau du parfait ambassadeur. J'apporte avec moi 5 costumes et des vêtements que le comité impose d'apporter comme les caleçons des partenaires, des chemises blanches, des vêtements de sport et tout. Donc après la valise et les vêtements, je me prépare, oui, physiquement déjà. J'essaye de faire 2 heures de sport le matin et 2 heures de sport l'après-midi pour vraiment être au top de ma forme pour l'élection de Mister France, pour me donner tous les moyens d'y arriver. Et également, je me prépare mentalement au test de culture générale aussi qui va tomber le jour où on va arriver avec les autres candidats. Et ouais, et les défilés, je me prépare à tout. Le jeune homme originaire de l'île Sœur n'en est pas à son premier concours de beauté puisqu'il a déjà remporté l'écharpe de premier dauphin de Mister Chic France en 2023. Mais cette fois, le concours se déroule en hiver. Ce que je redoute le plus, c'est le froid. J'étais parti justement en avril 2023 pour l'autre élection. Et du coup, le froid était quand même pesant. Et là, je pense qu'en janvier, il va être très rude. Ils seront 30 candidats à briguer le titre de Mister France 2025 cette année dans la banlieue parisienne. Pour cette 23e édition, Carl Chong-Tan portera le numéro 30. Parmi les critères, l'éloquence, la générosité, l'engagement social et la capacité à inspirer les jeunes générations. Il va falloir nous fournir un dossier de cause au jury. Et ce dossier de cause, je l'ai terminé et je pense que je l'ai pas mal réussi. La cause, c'est le cancer. La lutte contre le cancer, car mon papa est décédé du cancer début juillet. Et du coup, je compte, en sa mémoire, lutter contre ça et pour toutes les personnes touchées également par la maladie. 17 ans après David Meitei, Carl Chong-Tan deviendra-t-il le plus bel homme de France le 25 janvier prochain? Si vous souhaitez le soutenir, les votes sont déjà ouverts sur le site du concours. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez sur votre chaîne le Hurata Paeru suivi de Robin des Bois, Prince des voleurs et de Zone Interdite. TNTV fait sa rentrée demain avec le retour des magazines 100% de 17h à 19h. Demain, c'est Sophie Guébel qui reprend les commandes du journal. Très bonne fin de soirée à tous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.